Bonjour Lila Hassen. Bonjour. Soleil amer est votre deuxième roman paru chez Gallimard, après L'œil du Pan donc. Merci beaucoup de venir à la Galère nous parler de ce roman, donc Soleil amer. Soleil amer, c'est l'histoire d'une famille d'immigrés algériennes sur 3 décennies et de sa vie qui s'organise dans un HLM d'une banlieue populaire autour du silence, autour d'un secret qui va la dévorer. C'est tout à fait ça, effectivement. C'est l'histoire de Naja qui vit en Algérie avec ses 3 petites filles, qui a déjà perdu un petit garçon, mais bon, ça c'est un détail. Et puis elle arrive en France quelques années plus tard, parce que son mari est allé travailler avant elle dans une usine automobile à Boulogne. Et donc elle a la possibilité de le rejoindre, sauf qu'elle pense trouver en France un Eldorado, et en fait pas du tout. Elle arrive dans une maison assez vétuste, où voilà, c'est ses premières désillusions à partir de ce moment-là, et puis surtout, elle va tomber enceinte, ce qui n'était pas prévu. Et c'est vrai qu'il y a tout un secret à partir de là, un secret de famille. Donc est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce secret qui est tout de même au tout début du livre, avec cette histoire de gémellité? Oui, bien sûr. C'est justement Naja arrive en France à ce moment-là, donc avec ses 3 filles. Elle retrouve son mari, qui a beaucoup changé, puisque forcément, quand les hommes étaient dans des foyers pour travailleurs, ils étaient privés de leurs femmes, de leurs enfants, de leur famille. Il y en a beaucoup qui ont commencé à boire, ou en tout cas voilà, avoir des comportements un peu déviants, comme on dit. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça que le premier regroupement familial s'est organisé. En fait, c'était les entreprises qui faisaient venir les familles aussi pour recadrer les maris. Et donc elle arrive en France à ce moment-là, elle fait la connaissance de sa belle-sœur qui est française, puisque le frère de son mari a épousé une jeune femme, Ève. Et les 2 femmes vont vraiment se lier d'amitié, vont tisser des liens très forts. Le problème c'est que Ève donc, ne peut pas avoir d'enfant, Naja tombe enceinte, comme je le disais, et donc les couples vont se mettre d'accord pour que l'enfant de Naja soit donné à la naissance, pour que Ève récupère l'enfant de Naja à la naissance, ce qui est quelque chose qui peut choquer cette histoire de don d'enfant, mais qui se faisait à l'époque, notamment quand on avait voilà, une sœur qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Voilà, il arrivait que quand les femmes n'avaient pas de contraception à ce moment-là, donc elles avaient 7, 8 enfants, bah, effectivement, euh, il arrivait qu'on donne un enfant, notamment en Algérie, mais aussi dans les campagnes françaises. Et donc voilà, donc, sauf que le jour de l'accouchement arrive et qu'il n'y a pas un bébé, mais 2. Des jumeaux, des faux jumeaux, à qui on va cacher le secret de leur naissance toute leur vie. On leur dit qu'ils sont cousins. Et forcément, bah, voilà, quand il y a un secret aussi fort, en plus, pour le coup, c'est vraiment la partie qui est un peu tirée de faits réels, ça a des implications. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, en fait. La naissance de ces enfants, la manière dont ils grandissent, et comment ils arrivent dans les années 70, 80, à l'adolescence, en ignorant le secret de leur origine. Alors justement, vous venez de préciser l'époque dans laquelle se déroule le récit. Pourquoi alors avoir choisi cette époque, justement? Parce que, alors déjà, c'était pour coller à la réalité, puisque effectivement, ces 2 frères ont existé, même si moi, j'ai pas toute l'histoire, mais ce point de départ m'avait frappé parce que c'est tellement fort que ça paraît presque impossible comme situation. Et puis ensuite, parce que j'ai considéré que c'était aussi une période charnière sur cette histoire de l'immigration, dont on parle toujours un peu dans les mêmes termes. C'est toujours très négatif, on a des images très caricaturales, très stéréotypées de la banlieue. Et je voulais montrer justement une banlieue beaucoup plus colorée, beaucoup plus joyeuse. Et ça a été aussi le cas. Ces années 60-70, ça a été des années heureuses, des années de mixité sociale, ethnique, avec des vraies histoires de famille. Et je voulais vraiment une histoire aussi, mes personnages, que ce soit voilà, il y a une toile de fond qui est une toile historique, mais je voulais que ce soit un vrai roman avec l'histoire de ses frères, leurs rencontres, leurs histoires d'amour, soit une sorte de saga familiale, et qu'à travers cette saga, on voit l'évolution des cités HLM, l'évolution de l'urbanisme, dans voilà, une période dont on parle peu quand on parle banlieue et cités HLM en général. C'est d'ailleurs ce qui est très beau aussi dans le roman, c'est justement vous montrer la mécanique dans une même fratrie qui va faire des individus et qui vont les installer dans la réussite ou pas. Avec une mécanique qui est un peu cruelle Mm. parfois, mais que j'ai voulu au plus près de la réalité. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on est méritant qu'on y arrive toujours. Et ça, c'est voilà, des questions que je me suis posées pour certains personnages en me disant voilà, bon, il fait beaucoup d'efforts, il a tout fait bien.
Et en fait, à quel moment, quelle est la part d'inné, quelle est la part d'acquis? Et justement, cette question de la gémellité, elle interrogeait ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a deux frères qui sont, même si c'est des faux jumeaux, mais bon, qui sont quand même semblables, mais qui vont grandir dans des milieux différents, quel impact aura la culture, l'environnement social sur eux? Et c'est vrai que il en a quand même un, et j'ai pas voulu l'occulter. Euh, le roman montre aussi avec brio comment on apprend à se taire, comment on se soumet au silence et comment on y est contraint. Oui, alors notamment un des deux garçons, Amir, ne parle pas pendant les premières années de sa vie. Et effectivement, c'est tout ce silence, mais cette transmission du silence qu'on a aussi chez des enfants parfois dont les parents, les grands-parents ont connu la Shoah. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps sur Mike Brandt. J'ai découvert que lui non plus ne parlait pas quand il était petit. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez courant quand il y a eu des secrets de famille, quand il y a eu des silences. Il y a une sorte de transmission comme ça du silence qui se produit. Et là, c'est le cas chez Amir. Et c'est vrai qu'en tant qu'auteur, j'aimais bien questionner ça, la question du langage, qui je crois est centrale, même dans les questions aujourd'hui, quand on parle de délinquance, etc. En fait, c'est la question du langage qui est au centre de tout ça. Parce que c'est ce qui forge une identité, c'est ce qui fait qu'on s'en sort plus ou moins dans la vie, qu'on arrive à mettre des mots sur les traumas du passé. Et en fait, c'est un peu ce que je fais aussi en écrivant ce livre. C'est aussi trouver des mots pour moi-même. Et puis ce récit, c'est aussi l'occasion, il m'a semblé, de rendre hommage aux femmes de cette banlieue, avec les portraits que vous en faites. Vos personnages sont tellement authentiques. Est-ce que cette famille et cette famille de femmes, vous l'avez créée de toutes pièces, ou comment l'avez-vous créée? Oui, j'ai créé, mais c'est toujours pareil, la création, on s'inspire aussi de plein de choses qu'on connaît, de femmes qu'on a croisées. De toute façon, c'est toujours la reconstruction, la recomposition. Même les gens qui prétendent faire de l'autobiographie, en fait, c'est un travail de recomposition. La mémoire, c'est une matière qui est tellement sensible et un peu sûre voilà. Donc effectivement, elles n'ont pas existé, en même temps, elles existent, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Mmh. C'est juste que voilà, elles sont dans un autre univers où effectivement la grande différence avec peut-être nos structures aujourd'hui dans nos villes, c'est que une cité HLM, c'est presque un huis clos. Et ça aussi, ça m'intéressait. C'est-à-dire que c'était pas que la banlieue, pour le caractère social ou sociétal qui est intéressant, mais je trouvais que cet espace, ce huis clos où les familles se croisent, se rencontrent, où elles se défont, etc., il y avait une matière aussi qui était passionnante. La toute dernière question pour terminer cet entretien, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs? En fait, je partage souvent un peu le même parce que je trouve que c'est une belle entrée en littérature pour les gens qui lisent pas forcément. Alors il y a on va dire deux auteurs, que ce soit Tchekhov, parce que les nouvelles de Tchekhov sont formidables. Il y en a notamment une que j'adore, qui est La plaisanterie. Une plaisanterie. Et c'est formidable Tchekhov parce qu'il y a toute cette âme russe, mais qui est extrêmement belle, je trouve. C'est-à-dire que personnages comme ça, dans la neige, on voit vraiment toute la saveur des romans russes ou des nouvelles un peu, voilà. Et puis un art de la chute qui est magnifique. Et puis l'autre auteur que j'aime beaucoup, c'est Stefan Zweig. Pour des raisons un peu différentes. Zweig, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à dresser des portraits en quelques lignes. Et ça, je trouve que c'est admirable. C'est pareil avec les nouvelles de Zweig. J'aime bien conseiller des nouvelles parce que je trouve que... Après, il y a le roman de Zweig, La pitié dangereuse, qui est sublime. Pareil, avec toujours une idée qui est très très forte, et puis tisse comme ça autour. Mais les nouvelles, je trouve que c'est très facile quand même d'entrer dedans, et puis si ça nous plaît, ça nous plaît pas, mais en général, on ne peut pas se tromper avec les nouvelles de Zweig. Merci beaucoup pour ces conseils, Merci à vous. Lilia Hassen. Merci.